Marc Delatte, bonjour. Vous êtes député de La République En Marche de la 4e circonscription de l'Aisne, conseiller municipal de Cuffy. Merci d'avoir accepté l'invitation pour notre émission Face à nous, face à vous, face caméra. Ma première question devenue rituelle, qui est Marc Delatte? Qui êtes-vous? Bien écoutez, d'abord je me présente, oui j'ai 56 ans et bientôt 57 le 24 mai prochain. Et j'ai été donc médecin généraliste, médecin de famille depuis 25 ans à Cuffy. Je suis natif de Soissons, mes parents étaient d'origine modeste, mon père était ouvrier et ma maman faisait des ménages. Et d'abord c'est une famille aimante et on a toujours privilégié chez moi l'éducation. J'ai été aussi président d'association de l'école de musique de Crouy, la plus grosse école associative. On avait créé 4 emplois solidaires, un orchestre à l'école pour les enfants. Et je m'occupe encore de l'association de patrimoine du village parce que c'est du lien social et puis parce que les anciens me disent mais si tu pars, on va s'arrêter. Donc c'est un petit chantage affectif. Alors je sais que vous êtes dans le milieu médical, vous exercez toujours comme médecin? Alors malheureusement, je ne peux plus parce que un travail de député, c'est un travail à plein temps. Mais je suis toujours dans le service, puisque avant je soignais à peu près 1300 patients et maintenant j'ai 113 000 personnes, concitoyens dont il faut prendre soin dans ce département à forte vocation rurale et fragilisée. Depuis juin dernier, que retenez-vous de vos premiers mois de cette expérience de député? Alors, d'abord, quand on arrive à l'Assemblée, on regarde les ordres de la République et au départ, la première personne qui m'a appelé Monsieur le député, mais j'ai fait ça, je me suis retourné et je me suis dit, ah, mais c'est moi? Bon, et alors maintenant il faut assurer. C'est parce que vous ne connaissez pas un peu toutes les comment dirais-je, tous les codes. Et c'est comme si on vous mettait dans la piscine, vous ne savez pas nager. Mais vous apprenez très vite. Et maintenant, bon, je suis quand même pleinement à l'aise. Beaucoup me l'ont dit. Alors, parlons de politique générale. La nouvelle politique voulue par le président de la République est-elle en place à ce jour? Alors, vous savez bien que le président, c'est plutôt en marche rapide. Et il faut réformer la France. Alors il faut prendre en politique des décisions. Elles peuvent être perçues comme bonnes et mauvaises, mais j'ai vu quand même l'ensemble de la population quand je vais sur le marché, etc. Ils me disent tous, oui, effectivement, nous on est prêts à faire des efforts si les réformes sont menées à bout et si vos lois que vous prenez sont des lois pour lesquelles vous pourrez les mettre en action et en mise en œuvre. C'est-à-dire de redonner du pouvoir d'achat. C'est pas simple, parce que entre les retraités et les actifs, quel choix on fait? Et on a privilégié que le travail paye, afin justement d'assurer les retraites, de ne pas rallonger le temps de travail. Il y a beaucoup de... Et puis il y a beaucoup de souffrance dans notre société. Hein, on pourra en reparler après. Et donc il faut être à la fois dans un courant de protection, mais aussi d'un courant d'innovation. Et trouver le juste milieu, c'est pas toujours facile. Alors, monsieur le député, pourquoi ressent-on un désaveu des Français pour la politique? Alors, nous en avions, moi j'en avais pleinement conscience lorsque j'étais président d'association où je voyais des politiques, je leur demandais, ils me disaient ouais, c'est très bien, grand sourire, votez pour moi et terminé. Et si vous voulez, c'est aussi cet engagement, moi j'ai un engagement aussi européen, mais je vous dis, mais j'ai toujours aimé l'acte politique dans le service. L'intérêt général, le mieux vivre ensemble. Et ce discrédit, on a vu effectivement des députés, pas une majeure partie, mais quand on est propriétaire de sa permanence et puis que finalement on perd, mais on en est propriétaire, c'est l'argent de l'État. Donc cette discrédit, c'est pour très peu. Donc on a décidé cette loi de moralisation politique au mois de juillet. Alors, justement, quelles sont les inquiétudes des personnes qui viennent vous voir lors de vos permanences dans votre circonscription? Les inquiétudes, les gens qui viennent me voir sont vraiment des gens qui sont dans le besoin. Hein. Vous savez que dans notre circonscription, mais dans le département de l'Aisne, la moyenne, c'est 1 404,50 €, mais beaucoup gagnent bien en dessous du seuil de pauvreté, si on compte à peu près à 60% du pouvoir médian. Et cette priorité, les inquiétudes, c'est celle que l'on a tous comme parents. D'abord, est-ce que je pourrais payer des études à mes enfants? Est-ce qu'à la fin du mois, j'aurai encore un peu d'argent pour vivre, tout simplement? Et la grande injustice, finalement, dans notre circonscription, c'est le chômage. Et c'est cette inquiétude. Après, bien sûr, le logement, etc. Et puis également, assurer une protection. C'est pour ça que Gérard Collomb va recruter 10 000 policiers et gendarmes en police de proximité, qu'on va dégager des moyens pour nos forces de l'ordre afin justement d'assurer une protection. Vous n'avez pas de liberté si vous n'avez pas une protection efficace. Alors, CSG, taxes, carburant, tabac et autres subissent des augmentations. Comment vous expliquez ça auprès de vos électeurs? Alors, en tant que médecin,
sur le tabac, par exemple. C'est un choix, mais moi que j'applaudis. Vous savez, j'ai vu beaucoup de mes patients. Et quand vous êtes pendant 30 ans médecin de famille, vous attachez aux gens. Quand vous voyez que quelqu'un part à l'âge de 40 ans, je pense à une femme qui est partie à 40 ans, qui a laissé 2 enfants en bas âge, décédés liés à un cancer du poumon. Là, c'est intolérable. Et donc, il faut accompagner. Moi, je ne stigmatise pas les fumeurs parce que je sais, grand Dieu, que c'est difficile. Mais toujours, il faut développer un processus de prévention primaire. C'est ce qu'a fait Agnès Buzyn. Elle a un vrai courage politique parce que la prévention, eh bien, vous ne touchez pas les dividendes avant 10, 15 ou 20 ans, par exemple. Oui, mais la CSG, les taxes, les carburants... Mais bien sûr, sur la CSG, il y avait le choix entre augmenter la CSG ou augmenter la TVA. Mais cela étant, derrière la TVA, c'était ce qu'avait préconisé le challenger M. Fillon, il y avait aussi l'allongement du temps de départ à la retraite. Quand vous avez des patients qui ont des épicondylites, des atteintes, là, ici des surmenages musculo-tendineux, et on a dit vous ferez 2 ans de plus pour équilibrer les comptes. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Donc, il a fallu choisir de l'un à l'autre pour réduire cette fameuse dette, et notamment les intérêts de la dette. La France, elle ne peut pas avoir une aura au niveau européen avec l'équilibre. On a l'Est et l'Ouest. Il faut que la France, dans l'Europe, soit forte. Et donc, il a été privilégié que de redonner du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent pour payer la retraite de nos anciens. Et en plus, ils ont la chance, cette possibilité de vivre 15 ans de plus, ce qui est très très bien. Comment on peut les accompagner? Comment on peut assurer ensemble un mode de vie et une solidarité collective? Donc, voilà. Alors, bien sûr, on va pondérer avec la baisse de la taxe d'habitation, mais je suis d'accord avec vous, le fait d'avoir augmenté la CSG et puis, dans un second temps, la taxe d'habitation fait que, finalement, moi, je dis, bon, on regarde ce qui nous reste dans notre porte-monnaie. Et donc, il faut qu'on prenne justement acte de cette erreur de casting pour justement, dès le mois d'octobre, diminuer cette taxe d'habitation qui finira par finalement être supprimée pour tous, ce qui est une équité. Donc, il y a des mesures sociales importantes, il faut qu'on les fasse connaître. Alors, Marc Delattre, on va parler de vous un peu à l'Assemblée nationale. Vous êtes membre de la Commission des affaires sociales et membre de la Commission d'enquête sur l'égal accès aux soins des Français sur l'ensemble du territoire et sur l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieu rural et urbain. Alors, en France, 728 000 personnes vivent en établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, autrement dit en EHPAD. Et l'EHPAD, d'où vient la crise? Quelle solution pour en sortir? Alors, d'abord, l'EHPAD, c'est aussi toutes ces structures sont, j'allais dire, tout comme l'hôpital, sont en souffrance. On peut dire que l'hôpital est malade, mais les EHPAD aussi. Il faut se mettre à la place des familles. Nous avons une inflation d'affections longue durée. Diabète, maladie cardiovasculaire et maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson. Voilà. Donc, au 4e âge, on est encore bien. En fait, on va dans les EHPAD quand on ne peut plus rester chez soi. Et je peux vous dire, c'est un crève-cœur, c'est pas un choix. Moi, je le vois. Si je préférais et j'espère que je vivrai vieux, mais je veux finir mes vieux jours chez moi. Et donc, il faut d'abord revoir ce modèle qui est en fin de vie. Il fallait en urgence, et il y a eu la mission Flash de ma collègue Monique Iborra, donner des moyens, donc 400 millions seront donnés par le biais des agences régionales de santé pour recruter notamment une infirmière de nuit. Il n'y a pas d'infirmière de nuit dans les EHPAD. Deuxièmement, pour former le personnel, mais aussi ce sont des gens qui, souvent, un personnel féminin, qui gagnent beaucoup moins. Et on le sait, on travaille justement, hier j'étais au ministère du Travail sur l'égalité homme-femme. Elle gagne 9% de moins que les hommes à salaire égal. Donc il faut reconnaître déjà une reconnaissance financière dans les formations, mais également nous allons, avec le télénumérique, faire en sorte d'éviter les hospitalisations inutiles des EHPAD. Elles seront prioritaires. Alors justement, le personnel de ces établissements dénonce leurs conditions de travail, l'impossibilité pour eux de faire leur travail correctement et de traiter dignement les résidents. Quelles sont les conditions de travail du personnel soignant en EHPAD? Est-ce que vous avez été visiter des EHPAD? Oui, alors j'en ai visité avant d'être député et alors que je suis député. Il y a quand même des exemples réussis. Je suis allé à l'EHPAD de la résidence Saint-Léger à Soissons. La directrice est formidable. C'est une EHPAD associative qui a été conçue par des gens qui, à l'époque, étaient en bonne santé, qui se sont dit on va vieillir. Quelle est notre institution qui pourrait en fait coller à notre vie? Ça fonctionne bien, mais ça une EHPAD qui regroupe 60 personnes âgées,
65 exactement, pour 48 personnes dans le personnel. Donc on a un rapport 60%, puisqu'ils accueillent aussi 25 personnes qui viennent de l'extérieur pour aider les aidants, c'est-à-dire qu'ils vont les chercher, ils ont aussi à côté des petites maisons dans lesquelles ils ont investi, comme une maison, comme quand vous êtes chez vous, de telle sorte qu'ils viennent le matin, ils rentrent le soir. Ça permet aussi à l'aidant, si c'est une femme, de faire ses courses, d'aller chez son coiffeur, etc. Et donc, si vous voulez, il y a aussi des EHPAD où ce modèle associatif fonctionne, très à l'écoute. Il y a d'autres EHPAD où il manque effectivement de moyens. Ceci étant, il faut vraiment être à l'écoute du personnel. Il y a une demande d'Agnès Buzyn pour une mission avec la Haute Autorité de Santé dès cet été. On va auditer tout le personnel, mais des gens aussi qui sont sur le terrain et qui connaissent les problématiques. C'est avec eux qu'on va travailler pour améliorer le système. Et je suis au comité national d'éthique, vous le savez. Et bien, il y a aussi un problème éthique. Parce que quand on ne veut pas y aller, pourquoi on impose à des personnes d'y aller quand ils ne veulent pas y aller? Et puis 1 949 € en moyenne par mois, il faut les sortir. Tout le monde ne peut pas les sortir. Alors justement, vous avez répondu à ma prochaine question. Vivre en EHPAD, combien ça coûte? Donc 1 900 € par mois. 1 949 € en moyenne. Alors évidemment, il y a une aide du département, etc. Donc il y a une rupture d'équité, suivant que vous êtes riche ou pauvre, ou que vous êtes pauvre et malade. Voilà. Et là, il faut vraiment que ça soit aussi un élément de réflexion. Dans le cadre notamment, ça va être fait dans le cadre de la loi sur les retraites que va piloter le commissaire dédié, c'est-à-dire Jean-Paul, voilà, j'ai oublié son nom. Enfin, en tout cas, ça va se faire. Et puis, il y a une réelle réflexion sur le 5e risque. Comment fait-on ? Alors justement, vous parlez de projet. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait annoncé devant l'Assemblée nationale qu'un plan de prévention de la maltraitance dans les EHPAD serait présenté. Où en est le projet ? Actuellement, il est sur la table de la ministre. Ils attendent également le rapport au niveau du comité national d'éthique sur lequel nous avons travaillé sur le vieillissement avec des propositions. Si vous avez lu le rapport de mon collègue Régis hier dans Le Monde, c'est sorti dans Le Monde, qui était remarquable, où il y avait des propositions éthiques, ça fera partie des éléments de réflexion. Mais déjà, écoutez ceux qui y travaillent, écoutez les usagers et les familles, et à partir de là, comment travailler pour que ce soit un lieu de vie et pas un lieu où on se dit, voilà, moi c'est un lieu où je vais mourir. Mais donner de la vie à la vie, c'est ça qui est important. Multiplier les rencontres, que ce soit aussi un lieu intergénérationnel. Il y a plusieurs idées qui vont pointer, mais et puis souvent former le personnel, parce que souvent vous arrivez à plus de 85 ans, polypathologique, et finalement il faut aussi des personnels soignants, parce que finalement c'est aussi un lieu de moyen séjour finalement. Alors, Marc Delattre, on va passer à un tout autre sujet, tout en restant dans le milieu médical. Alors que la France n'a jamais eu autant de médecins, le problème de la désertification médicale ne cesse de s'amplifier. Ce n'est donc pas le nombre de médecins qui pose problème, mais leur répartition sur notre territoire. Qu'en est-il réellement de la désertification médicale en France ? Alors bon, désertification médicale, moi je parlais plutôt de zone sous-dense, effectivement. Mais en fait, la dernière fois, un député vous dit voilà, une méthode coercitive, on va imposer aux médecins d'aller dans tel ou tel endroit, là où il y a... Et en fait, cette proposition de loi n'a pas accepté, d'ailleurs, tout simplement parce que, moi je leur ai dit, mais tous les députés où vous avez trop de médecins, levez le doigt. Personne n'a levé le doigt. Donc on sait, de toute façon, et vous avez raison de soulever le paradoxe, il y a à peu près 215 000 médecins inscrits à l'ordre en activité, il y en a 290 000. Nous sortons au niveau du numerus clausus à peu près 8 200 étudiants. On a eu une remontée alors qu'on a connu vraiment une descente dans les années 90. Mais je crois qu'il y a un projet aussi qui va changer ce numerus clausus. Alors ce numerus clausus, le problème, on sort assez de médecins. Il y a aussi des jeunes médecins qui vont à Cluj, notamment en Roumanie, pour revenir passer leurs examens classants national en France. La problématique déjà, c'est la médecine de premier recours. Vous savez bien qu'il y a 88 137 généralistes, exactement, j'ai les chiffres. Il y a une baisse de 749 médecins de 2016 à 2017 et on a perdu en 15 ans 14 000 généralistes, 25% de moins en 2025. Cette médecine de premier recours, c'est redonner du temps médical aux médecins généralistes. On a perdu des généralistes en campagne ou en milieu urbain ? Globalement, les déserts médicaux, ce n'est pas que dans les campagnes, c'est aussi dans les villes moyennes, même à Paris.
Même à Paris, même sur la Côte d'Azur et dans l'arrière-pays, vous manquez de médecins. Donc, redonner du temps médical, ça veut dire aussi revoir aussi ce que veulent les médecins. Et moi, les jeunes, plus de 60% des jeunes disent, je ne veux plus faire 60-70 heures comme je le faisais, hein, à une médecine de l'époque qui a changé. Ils veulent faire du temps salarié. Pourquoi pas? Ils veulent faire moins d'heures. Mais ils sont toujours OK pour, bien sûr, l'offre et la qualité de soins. C'est dans leur ADN. Donc, il faut refaire des maisons, revoir le modèle sur des maisons de santé pluridisciplinaires. Justement, pas seulement. Comment encourager l'installation des jeunes médecins en zone rurale? Parce que nous sommes dans l'Aisne, donc c'est la zone rurale. Comment encourager les jeunes médecins? D'abord, c'est un processus global. Il faut redonner de l'attractivité dans nos ruralités. On ne peut pas imposer à un médecin qui arrive avec sa femme, s'il n'y a pas un job pour son épouse, s'il n'y a pas d'école, que d'aller dans une zone, entre guillemets, déserte de service. Il y a des communes qui aident à l'installation, qui prennent en charge. Il y a de bonnes initiatives. C'est pour ça que les maisons pluridisciplinaires de santé sont une des données, mais toutes les méthodes innovantes, et souvent, ils veulent faire un exercice de groupe. Faut-il créer plus de maisons de santé alors? Alors, créer plus de maisons de santé, moi je suis d'accord, j'en ai discuté avec des maires. Mais si vous créez des maisons de santé, il faut le contenu avant, il faut aussi un projet. Parce que vous allez aussi de plus en plus sur des filières de soins, puisque vous avez une inflation de maladies chroniques. Donc paiement à l'acte, mais aussi forfaitisation. Et puis aussi pluridisciplinaire, parce que le service, on est plus intelligent à plusieurs. J'ai vu hier, on a audité infirmiers, kinés, podologues pour les associer au projet. Et que les infirmières aussi, qu'il y ait aussi un master pour les infirmières, qu'elles soient cliniciennes, pour décharger sur certains actes. Elles peuvent faire les vaccins, on n'est pas obligé, etc. Donc, redonner du temps médical, qu'il y ait une prise en charge des temps administratifs, ça, c'est ce qui est demandé par les jeunes. Et de travailler en groupe, ça, c'est important. Il y a des innovations, il y a beaucoup d'initiatives. J'en parle tout à l'heure, effectivement, j'ai une audition des déserts médicaux avec l'ensemble des élus du département. Ça sera un sujet passionnant et j'ai des propositions, mais il faut qu'on soit dans le faire et pas dans le dire. Alors, dans des propositions à l'heure actuelle avec le web, etc., est-ce que vous êtes pour ou contre la téléconsultation? Non, mais tous les moyens sont bons pour l'offre de soins. Moi, je suis patient. Qui est un médecin qui me soigne? Mais si je suis à 30 km, il ne peut pas venir, mais que l'infirmière qui a ses qualités sera avec le patient, et puis, comme vous, je suis derrière mon écran, à peu près, on peut régler à peu près 85 à 90% des problématiques. C'est aussi dans le cadre des processus de consultation avancée. Vous pouvez aussi détacher un spécialiste un jour par semaine qui vienne vous consulter pour éviter les hospitalisations inutiles. Ce processus-là permettra aussi de faire des économies de santé et d'assurer. Après, ça peut pas se faire partout. Je veux dire, et puis tout le monde, comment dire, il faut aussi voir avec les syndicats la cotation de l'acte, etc. Bon, ça c'est en train de se faire, c'est acté. Donc pour moi, on a quand même un réseau d'infirmiers, d'infirmières qui sont de gens de grande qualité, et travailler ensemble, c'est aussi justement travailler sur cet axe aussi ville-hôpital. Et justement faire en sorte, par exemple, qu'on puisse rentrer chez soi dans de bonnes conditions. Il faut aussi développer des soins de suite. Oui, mais l'hôpital est en crise aussi. L'hôpital est malade. Moi je l'ai vu à Chauny et à Soissons. Lancy, oui, parce que c'est votre circonscription. Je les ai rencontrés moult fois, l'intersyndicale, la gouvernance. Et donc, mon épouse, elle est infirmière de bloc opératoire. Elle me dit à chaque fois, mais je ne peux pas toute seule faire le travail de deux. Et donc ça, il faut associer les soignants dans leur mission de soins. Il faut recruter, former, hein, et puis aussi qu'ils aient aussi leur mot à dire dans la gouvernance. Elle m'a dit la dernière fois, voilà, l'hôpital a acheté des vareuses, des pantalons pour les infirmières. Il n'y avait pas de poche. Mais où est-ce qu'on met sa pince à clamper? Où est-ce qu'on met son dosimètre? Vous voyez, ça prouve qu'il y a quand même des incohérences. Et donc, ça prouve qu'il y a un problème de dialogue. Voilà. Et ces affaires de SAMU, vous pensez aussi que c'est un manque de formation? Alors, les problématiques de SAMU, c'est une affaire malheureuse en Alsace. Et là, on est tous atterrés. Le SAMU, comme les urgences, gère des millions d'appels. Hein, vous avez vu, les urgences, elles sont passées en 15 ans de 10 à 20 millions. Ils font un travail remarquable. Mais pareil, il faut leur donner des moyens. Alors,
hier, par exemple, dans le groupe de réflexion infirmier, pourquoi pas aussi former des infirmiers au niveau encore sur le master en clinicien pour que ce soit eux qui prennent les appels pour éviter ces problématiques. Alors, il ne faut pas en faire une généralité, il ne faut pas stigmatiser. Je pense que cette affaire malheureuse est vraiment... pour les parents, c'est un drame. Il ne faut pas stigmatiser la profession. Ils font un travail formidable au SAMU. Mais donnons-leur les moyens. Et c'est ce qui... Si Agnès Buzyn a reçu tous les acteurs du SAMU pour également, ensemble, voir comment on fera. Parce que les urgences, elles continueront à marcher. C'est le seul service qui marche 24 heures sur 24. Après, il faut aussi éduquer les patients. Moi je suis pour qu'il y ait des généralistes aux urgences, puisqu'ils veulent être salariés. Pourquoi pas? Pour que, justement, il y ait une infirmière de porte clinicienne qui oriente et qui, à partir de là, il y aurait une meilleure fluidité. Et puis aussi des examens cliniques. Il faut pas dire que tous les examens complémentaires, ça ne résout pas l'humain à l'humain. Le meilleur service, c'est l'humain à l'humain. Ma dernière question, monsieur le député, toute autre chose. Serez-vous sur une liste pour l'élection municipale en 2020 ? Absolument pas. Je suis député, je ne peux pas être au four et au moulin. Comme conseiller municipal, par exemple. Alors, conseiller municipal, peut-être, si on me le propose. Ceci étant, moi, j'ai aussi des gens autour de moi qui sont des gens compétents. Et j'ai toujours travaillé dans le collectif et dans la délégation. Si vous êtes compétent, vous avez aussi votre place. Et je ne suis pas du genre à... D'abord, je ne suis pas maître de mon destin. Puis deuxièmement, ce qui m'anime, c'est quand même le collectif. Donc, si vous faites bien, continuez. Mais je vous aiderai, je serai derrière, je peux porter... je suis aussi facilitateur dans ce cadre-là. Et si on demande à ce que j'aide les gens, je le fais. Vous voyez, ce matin, j'étais à l'école du Tour de Ville. Ils avaient une problématique parce que c'est une école REP+, avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et il n'est pas raisonnable de demander de l'argent pour financer le bus. J'ai trouvé, par un processus de solidarité, avec les TPE-PME tout simplement, le financement. Parce qu'ils veulent présenter un projet de développement durable et puis ils veulent visiter les jardins de Matignon du Premier ministre. Eh bien, j'ai négocié avec Matignon pour que au moins le goûter leur soit offert aux 40 enfants du CE2 du Tour de Ville. C'est génial. Et ils m'ont présenté leur projet avec les abeilles. D'ailleurs, j'ai fait une question écrite sur justement pour les apiculteurs concernant justement la biodiversité. Et donc, on a partagé et puis on va se revoir. Et c'était assez génial. Et de voir une école REP+, avec 12 enfants, et surtout des enseignants heureux de l'initiative de Jean-Michel Blanquer, moi j'applaudis des deux mains. Merci monsieur le député, merci Marc Delatte d'avoir participé à notre émission Face à nous, face à vous, face caméra. Ça a été ? Oui, merci, ça va très bien. Je crois que c'est votre premier exercice. Premier exercice, mais vous voyez, on disait il y a un an, ouais, les députés, ils arrivent de la société civile. Bon, on arrive tous de la société civile. Ils connaissent pas les arcanes de la politique et tout. Mais on amène autre chose. On amène notre enthousiasme, nos compétences, parce que n'imaginez pas qu'on ne soit pas compétent, et aussi un autre regard de la politique. Et je travaille pour que de nouveau il y ait du sens dans la politique, qu'il y ait du crédit, mais dans un processus de solidarité. Et le fait d'être aussi à la Commission nationale d'éthique, ça donne du sens à mon parcours. Merci Marc Delatte. Je rappelle que vous êtes le député de La République En Marche de la 4e circonscription de l'Aisne. Merci à vous. Je vous en prie, merci.